Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission où des joueurs se réunissent autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à une campagne Alien Exodus pour Alien JDR, publiée en français par Arcane Asylum. Bonsoir les amis. Salut. Salut. Deuxième épisode. T'es le dernier. Peut-être, qui sait, on sait jamais, hein, ça sera peut-être la campagne la plus courte de tous les actual play. Ça a l'air bien parti. C'est un one shot en fait. Ça commence bien. En tout cas, merci à notre partenaire Lootbox de nous aider, d'aider nos chers viewers qui pourraient nous donner quelques moyennant finance, on va dire, sur notre Tipeee, des petits dons pour nous aider et donc une petite offre en contrepartie grâce à notre cher partenaire. Merci aussi à notre sponsor DK Initiative d'être toujours là. Et puis, qu'est-ce que vous attendez de ce deuxième épisode ? Restez en vie. Eh bien, on va voir ça après le générique, mais avant, le résumé qui sera fait par Dabou. Et oui. Alors, au début de l'épisode précédent, nous n'avons été convoqués sur le pont de la station. Moi, j'étais déjà sur place avec Shinaski, qui a attendu que tout le monde arrive pour révéler que il y avait d'abord eu des disparitions dans les tréfonds de la mine. Des bruits avaient été entendus par des mineurs. Et lui avait un enregistrement d'une dénommée Morgane, une scientifique, qui parlait de spécimens qui étaient trop dangereux, incontrôlables. Et on n'a pas eu le temps d'en apprendre beaucoup plus parce qu'en fait, il y a eu une communication de 2 vaisseaux qui arrivaient sur la station avec à leur bord des hommes, mais aussi des œufs, apparemment. De ces œufs sont sortis des créatures qui ont attaqué nos compagnons dans les vaisseaux. Et aussi une autre créature noire avec un crâne allongé qui s'est mise à écharper tout le monde à l'intérieur. Un des vaisseaux a perdu le contrôle et est venu s'écraser sur la station. Et la suite après le générique ? La station spatiale Exodus, spécialisée dans le raffinage de minerais précieux, dérive silencieusement dans la pénombre oppressante liée à la planète Tanaka 5. Une lumière rouge clignotante marque les visages des membres à bord de la station. Là, où le Pygmalion s'est écrasé, le métal déchiré grince sous des pressions invisibles, des sons stridents résonnant à travers la structure comme des cris étouffés. Des câbles pendent, crépitant faiblement, tandis qu'une alarme sourde et lointaine hurle sans fin, ajoutant une note de désespoir à l'atmosphère déjà suffocante. Chaque pas éveille des échos métalliques inquiétants, semblant provenir d'une présence inconnue tapie dans l'obscurité. Le choc a été terrible. Matthews, dans l'un des couloirs de la station, tu as été projeté de quelques mètres avant d'atterrir au sol. Pour savoir le niveau de dommage de toute la station, je vais lancer un dé de 100. De 1 à 25%, les dommages sont faibles. De 26 à 50%, les dommages sont modérés.
De 51 à 75%, les dommages sont lourds. Et de 76% à plus, les dommages sont critiques. Punaise. Les dommages sont critiques. L'alarme hurle toujours au sein de la passerelle et dans l'ensemble de la station. Coque percée. Vous vous relevez choqué et Dégâts inquiet. critiques. Les autres membres de l'équipage se relèvent eux aussi, pour certains légèrement blessés comme Bowman, le chargé des communications. Bowman vous apparaît comme un membre usé et vigilant de la station Exodus. Il porte constamment un uniforme gris sombre marqué par l'usure et les réparations de fortune. Son visage est tendu. Ses yeux sombres et cernés scrutent les écrans de contrôle à la recherche du moindre signe de Coque vie ou percée. d'anomalie. Ses Dégâts cheveux noirs critiques. légèrement en bataille et sa peau mate ajoutent à son allure nerveuse et fatiguée. Ses mains, agiles et marquées de cicatrices discrètes, naviguent avec précision sur les claviers. Des bruits inquiétants de métal qui s'entrechoquent prouvent une nouvelle fois que l'impact de la navette Pygmalion a laissé des traces. Moi, je retourne sur mes pas pour les rejoindre pour voir en fait les Coque blessés. percée. Merci. Dégâts critiques sur la passerelle. Vous voyez Matthews, et tu peux constater que certains sont au sol. Vous êtes choqués. Vous sentez que la station, il y a un problème. L'alarme continue à retentir. Le pilote, la chance, se relève, regarde un petit peu. Vous voyez qu'il a l'air complètement marqué par ce qu'il voit à bord, donc des informations percée. données par l'ordinateur de Dégâts bord. critiques. Je me jette aussi sur le tableau de bord pour voir un peu l'étendue des dégâts sur la station. Fais-moi un test de Comtech, esprit. Alors... c'est des réussites ça ou je sais pas. Non, il n'y a pas de réussite. Tu regardes, mais pour toi, ça, coque percée. c'est une langue que tu Dégâts maîtrises pas. Enfin, t'as l'impression que là, tout c'est des bips, des Bon, puis données, sonner, t'arrives pas à comprendre. Tu vois que la chance coupe donc l'alarme. Par contre, vous entendez toujours le bruit du métal qui s'entrechoque avec quelque chose, peut-être une partie des débris d'un appareil, d'une des navettes, donc le Pygmalion. Mais pour l'instant, rien d'autre. L'ingénieur en chef, Hooper, vous regarde. Est-ce que tout va bien pour tout le monde? Oui, mais quels sont les dégâts? Qu'est-ce qu'on doit mettre en route là pour... La chance, tu vois, qu'il regarde. Je regarde quelques vidéos, le Kerberos semble inutilisable. Pas de traces du Capitaine Moon. Il y a une lourde brèche dans le système d'aération. Des stabilisateurs sont complètement ne fonctionnent plus, ils sont HS. Il y a des compensateurs, je sais pas combien, mais qui ne fonctionnent plus, et l'antenne longue portée est complètement HS aussi. Bref, on est seul. Où est Yang? Pourquoi il n'est pas là? Je sais pas où est Young. Contactez-le. Vous entendez la communication de la chance via les haut-parleurs de la station. Tout en l'écoutant, vous observez son assurance naturelle, sa carrure imposante et musclée. Son visage afro-américain, marqué par des rides d'expérience, affiche un regard perçant et concentré, habitué à sonder l'obscurité de l'espace. Sa barbe poivre et sel contraste avec son uniforme usé, taché de graisse et d'huile au niveau du pantalon, un simple t-shirt noir faisant office de haut. Ses mains puissantes, fermement posées sur les commandes, révèlent un mélange de force et de précision, prêt à manœuvrer la station dans des situations critiques. Une lueur déterminée brille dans ses yeux, traduisant une volonté de faire face aux dangers inconnus de l'espace profond. Soudain, vous entendez sa voix résonner dans l'ensemble de la station. Agent Young. L'agent Young est appelé sur la passerelle au plus vite. Bon, très bien. Maintenant, quels dégâts pourraient être réparables? Et est-ce que nous allons pouvoir rester en orbite ou est-ce qu'on risque une chute? Tu vois que Hooper regarde la chance, commence à regarder. Pareil, est-ce que tu peux, Bowman, faire quelque chose? Donc tu vois que Bowman commence à regarder. Il me faudra au moins 30 minutes pour essayer de comprendre combien de stabilisateurs on a perdu, de compensateurs. Mais ça a l'air d'être assez critique. Tu vois Chinaski qui se rapproche. On est foutu là. Ce qu'on prend, c'est qu'on est foutu, on n'a plus rien. Calmez-vous, ça n'est pas le moment. Chaque chose en son temps, d'accord? Ok, là, la chance vous regarde. Le Galatée est en approche. C'est au niveau du quai 3. Il est en train de s'arrimer. Les communications sont coupées avec eux? Je crois qu'on peut encore communiquer avec eux. Ce serait peut-être bien de savoir dans quel état ils reviennent. Enfin, Hooper prend la communication. Volt, tu m'entends? Ici Hooper. Réponds.
Tu as la chance qu'il regarde. C'est le pilote automatique. Il s'est posé automatiquement, mais c'est pas sûr qu'il y ait grand monde à l'intérieur. Ou au moins... en tout cas, c'est pas eux qui se sont amarrés de manière manuelle. Et là, la chance regarde. Ils sont amarrés. Hooper regarde tout le monde. Bon. Je vais aller voir. Il n'y a pas une connexion vidéo directement dans les vaisseaux? La chance regarde. Faudrait que je me connecte. Il a 5D. Une réussite. Il active le moniteur et vous distinguez enfin quelque chose. Au milieu de corps inertes et de mineurs, l'air que vous imaginez sans mal vicié de la navette, saturé sûrement d'une odeur de sang et de chair, dans cette scène lugubre et claustrophobique, une créature de la taille d'un chat émerge lentement d'une cage thoracique déchirée, couvert de fluide visqueux, ses mouvements saccadés et imprévisibles. Son corps serpentin et pâle, encore gluant de naissance, glisse sur le sol, ses doubles mâchoires béantes dévoilant des dents acérées. Autour de lui, les cadavres mutilés semblent vibrer, faiblement, comme si quelque chose d'autre pouvait surgir à tout moment. Le silence oppressant est rompu par ces cris stridents. Il discernait 2 autres de ces créatures contre le corps de mineurs. C'est quoi ces trucs? Des chats? Propose la chance. Lynch se tient concentré derrière la chance. C'est une scientifique d'origine afro-américaine déterminée, aux traits marqués par l'épuisement, ses cheveux courts et bouclés, encadrant son visage avec désordre, accentuant ses yeux sombres et perçants qui scrutent chaque recoin, cherchant des réponses au milieu du chaos. Son uniforme gris, taché de substances chimiques et marqué de brûlures, colle à sa silhouette élancée. Une lueur d'intelligence froide et de vigilance brille dans son regard. Prête à tout pour comprendre, elle incarne une volonté résolue, face à l'inconnu terrifiant. Après la dernière phrase de la chance, elle sort aussitôt. Non, définitivement non. C'est une espèce inconnue, mais terriblement fascinante. Vous avez déjà vu de telles créatures? Non. En tout cas, ils ont ramené quelque chose des mines, ça c'est certain. Est-ce qu'il serait possible d'extraire cette créature de manière sécurisée pour nous? Là, Hooper réfléchit. Au moins sécuriser le Galatée pour pas que ça sorte. Ce serait l'une des premières choses. Maintenant, je sais pas s'ils ont la possibilité d'ouvrir les portes. Tu vois qu'ils se tournent vers Lynch et tu vois qu'elle lève les bras. Je connais pas ce genre de créature. Bon, je vais y aller. Est-ce que quelqu'un veut m'accompagner? Moi, je viens. Et est-ce qu'il y a d'autres militaires sur la station? Je crois que vous étiez venus à 2, non? Oui, mais déjà présent en fait, il y a mon collègue... Personne. Il n'y a que les personnes qui se trouvent sur la base militaire sur Tanaka 5, mais le seul qui communiquait régulièrement avec eux, c'était Young. D'accord. Je vais voir si Reyes peut pas venir avec moi et on vous accompagne. Il était où la dernière fois que vous l'aviez vu? Il était reparti, je crois, vers la passerelle, il me semble. Il était sur le Kerberos en train d'aider le capitaine Hamilton. Ah, bon. Du coup, il n'est plus là. Je peux rentrer en communication avec lui ou j'avais pas un moyen? Tu as la chance qu'il te dit vous voulez communiquer avec le quai numéro 1, mais en tout cas, tu vois que là t'as des images, tu vois qu'il y a un grand trou, une grosse brèche sur le quai numéro 1. Sachant que le quai numéro 1 et le quai numéro 2 communiquent, donc il n'y a plus d'air dans ce quai-là. Et le quai numéro 3 et 4 sont toujours hermétiques. Et le Galatée s'est posé sur le quai numéro 3. Ok. Parce que moi je pensais que j'avais peut-être un moyen de communication avec lui, vu qu'on a les mêmes appareils. Vous aviez pas commencé à brancher, pour vous êtes débarqué, vous avez pas pris, vous avez votre équipement, mais vous l'aviez pas pris sur vous directement, branché, parce que vous pensiez pas partir en mission tout de suite. Ok. À ce moment-là, non, je pars avec lui. Hooper regarde la chance, le pilote. Si y a un problème, c'est toi qui prends le relais. La chance le regarde. Alors ne mourrez pas. Ouais, ça y est. Merci de votre Cruz, visite sur la tu suis passerelle. Hooper qui vient juste de sortir de la passerelle. Blaskowitz, Espinosa et Matthews, vous êtes toujours avec les membres de l'Exodus. La chance continue à faire ses recherches. Il donne les infos qu'il vient d'obtenir de l'ordinateur de bord sur les lourds dégâts subis. Je viens de voir les images du Kerberos. Il semble inutilisable.
Si le capitaine Moon et Cornell s'en sont sortis, ce serait vraiment un miracle vu la brèche de l'explosion. Il n'y a plus d'oxygène dans la zone. Le système d'aération est foutu, il nous reste 24 heures à tout casser en réserve. Et pour poursuivre dans les bonnes nouvelles, 12 stabilisateurs sont HS ainsi que 4 compensateurs. L'Exodus n'est plus stable et dévie petit à petit de sa position en étant attiré par la force d'attraction de Tanaka 5. Si j'extrapole, nous avons 7 jours avant le crash. Et merde, l'antenne longue portée est elle aussi foutue, ce qui signifie que il n'y a plus de transmission extra-système Tanaka. En résumé, nous sommes seuls. On n'a aucun moyen de communication en dehors d'ici. Sur les vaisseaux, il doit y avoir des moyens de communication. Au moins pour communiquer avec la surface. Tu voulais dire dans la mine ? Ouais. Ouais, il y a des chances. Non, là, ce qu'il faut, c'est évacuer. Là, il faut pas descendre. Si je comprends bien, le seul moyen d'évacuation qu'on a, c'est le Galatée qui vient de se poser. On n'a pas d'autre moyen de partir. Tu vois que Lynch vous regarde, donc la scientifique. Le souci, c'est que c'est pas fait pour les longues distances. En revanche, il me semble qu'on a un vaisseau de secours. La Chance vous observe fébrilement. Il appuie sur un bouton, vous permettant de discerner la navette de secours dans la zone de survie de la station Exodus. La navette de secours repose massive et silencieuse sur le quai intérieur de la station Exodus, entourée de parois de métal marquées par la suie et les rayures. Ses flancs usés, couverts de plaques blindées cabossées, sont illuminés par la lumière qui puise doucement dans l'air vicié. Des câbles d'alimentation et des tuyaux d'amarrage serpentent autour de ces trains d'atterrissage, tandis qu'un sifflement inquiétant s'échappe de ses joints fatigués. L'intérieur du quai, baigné d'ombre, résonne avec des craquements métalliques et le bruit des systèmes de survie en lutte, ajoutant à l'atmosphère oppressante. La Chance se tourne vers vous. Oui, nous avons bien une navette de secours, le TZ, mais il n'est pas préparé. Il manque du carburant, on dirait. Il vous faut combien de temps pour le préparer ? Il me faudrait des ressources, et les ressources, elles se trouvent au niveau -4 de la mine. Ou alors sur les vaisseaux qui viennent de se crasher. Il y a peut-être des pièces à récupérer, des éléments, du carburant. C'est pas le même carburant. Courte distance, longue distance, c'est pas les mêmes. Ok, donc dans tous les cas, il faut qu'une équipe descende au niveau -4 récupérer vos ressources. Ce qui veut dire aller à la mine. On n'aura pas le choix. C'est ça ou on meurt tous. Il vous faut quoi d'autre ? Je sais pas, on a plusieurs... mais il faudrait en parler avec Hooper, c'est lui qui prend les décisions, mais... Vous avez en face de vous l'agent de la compagnie, je valide absolument tout ce que vous me dites. Je sais pas, il y a la base militaire sur Tanaka 5, il y a peut-être du matériel qui pourrait nous protéger peut-être de ces créatures. J'envisage aussi une chose, peut-être la colonie Stakhanov, mais... Vous savez que les tensions entre les Américunis et l'Union des peuples progressistes, souvent appelée UPP, reflètent une profonde rivalité politique, économique et militaire. Les Américunis, composés principalement de l'Amérique du Nord et du Sud, représentent un bloc capitaliste influent, dominé par des entreprises géantes comme la Weyland-Yutani Corporation qui exploitent l'espace pour des gains économiques. En contraste, l'UPP, inspirée par des idéologies socialistes, est formée de nations d'Asie et d'Europe de l'Est et cherche à défendre une vision alternative d'expansion spatiale, axée sur le contrôle collectif et la protection des ressources. Les deux puissances s'affrontent sur des frontières spatiales contestées, des ressources rares et des technologies avancées, générant un climat de méfiance et de rivalité. Ces conflits prennent souvent la forme d'escarmouches militaires, de guerres par procuration et de sabotage industriel dans une course à la domination de l'espace qui frôle la guerre froide galactique. De plus, vous connaissez la position particulière de Tanaka 5. Elle appartenait autrefois à l'UPP qui a développé une station, la station Stakhanov. Mais il y a 8 ans, les Américunis ont récupéré la planète et a laissé 10 ans à l'UPP pour dégager. L'UPP a donc encore 2 ans avant de plier bagages. Entre-temps, la Weyland-Yutani a obtenu les droits d'exploitation de la planète et y a développé une mine pour extraire la trimonite, une roche 15 fois plus résistante que le diamant. La Chance reprend. Il y a peut-être... je sais pas... Ce sera notre dernier recours, vraiment, c'est... Oui, ça je comprends bien. Très bien. Qui serait en mesure de descendre au niveau -4 ? Il reste des gens opérationnels au sol, vous savez ? Je sais pas, logiquement les mineurs devaient revenir. D'ailleurs, quand on regardait les vidéos, ils étaient
peu nombreux, il y en aura sûrement encore dans la mine. Enfin, sauf si ces choses les ont tous tués, mais... Il y a d'autres navettes au sol? Non. Non, c'est les 2 dernières qui sont arrivées. Donc de toute façon, il va nous falloir une de ces navettes pour descendre. J'imagine que le Pygmalion, il est détruit. Mais qui regarde. Ouais, c'est foutu. Bon, on va attendre le rapport de Hooper. De toute façon, il est parti voir le Galati. On n'a toujours pas de message de Young, là. Bah non. Est-ce que vous savez où il était dernièrement? Je sais pas du tout, si vous voulez, je peux aller le chercher. Non, je vais y aller. L'infirmerie, elle est où par rapport à la passerelle là? Elle est pas très loin des quais. Donc je m'adresse à C'était la chance qui regardait Oui. les caméras? Ouais. Est-ce que vous pouvez me montrer les vidéos qui donnent sur l'infirmerie, s'il vous plaît? Matthews, tu vois qu'il appuie sur le moniteur et tu découvres l'infirmerie, figée dans une immobilité glaciale, transformée en tombeau de givre à cause d'une faille dans l'étanchéité. Les bancs de travail, autrefois encombrés d'instruments et d'échantillons, sont désormais recouverts d'une épaisse couche de glace cristalline. Des seringues, des flacons brisés et des écrans fissurés, figés dans leur chute, émergent des congères de givre. 2 corps, ceux de TZ, sont au sol, figés à jamais dans l'air glacial de l'infirmerie. Est-ce qu'il y a de l'oxygène là-bas ou pas? Vous pouvez le savoir? Tu vois qu'il tape, il regarde. Non, plus l'air d'avoir d'oxygène. Je pars m'énerver contre un mur et frapper dans un coin. Blas, que fais-tu? J'essaie de... je vais prendre Chinaski à part. Chinaski, là... Si on veut s'en sortir, il faut qu'on... À ton avis, qu'est-ce qu'on fait? On descend? Putain, pas l'air d'avoir le choix, ou alors on envoie d'autres personnes le faire. Moi je sais pas ce qu'il y a dans ces mines, mais t'as vu ce qu'il y a à l'intérieur, il y avait à l'intérieur. Non, c'est ça, c'est bien ça. Ouais. Le problème, c'est que je sens qu'on va nous coller ça sur le dos et ça... Chier. Bon, en tout cas, si je descends, c'est pas sans toi. Ouais, ouais. Je compte sur toi pour me protéger et je ferai pareil pour toi. Ou alors on attend que le militaire revienne et puis on descend avec lui. Ouais. Espinoza, est-ce que tu pars à la recherche de Young? Ok, donc vous la voyez sortir. Moi je pars en même temps vers la zone, vers le niveau 2. De ton côté, Caporal Cruz, tu es avec Hooper. Vous déambulez dans l'un des couloirs de la station Exodus menant vers le quai central. Il s'étire en une succession oppressante de murs métalliques sombres ponctués de panneaux de signalisation défraîchis et de lumières clignotantes. Le sol, en plaques de métal grillagées, résonne sourdement à chaque pas, amplifiant le sentiment de vide et de solitude. Des tuyaux s'enroulent le long des parois, exhalant par moments de légères vapeurs. De l'eau goutte des conduits au-dessus, formant des flaques stagnantes qui reflètent les rares éclairs de néon. Dans cette ambiance oppressante, des grincements et des craquements mêlés aux échos lointains, rappelant la souffrance que la coque subit depuis le choc avec la navette Pygmalion, Hooper, plutôt stressé, mais cherchant à le dissimuler, prend la parole durant votre trajet. Vous avez eu affaire à ce genre de choses? Ce genre de situation compliquée? Personnellement, non. En revanche, j'ai entendu des cas et je pense que j'ai entendu des choses sur une certaine planète où il a pu se passer des choses aussi violentes. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Pas vraiment, j'ai entendu des créatures détruire des vies humaines. Ce genre de créature qu'on a vu sur les caméras? Je pourrais pas dire. J'en ai eu aucune description. Ok, répond-il simplement. Vous arrivez enfin au quai central, vaste Bienvenue au couloir quai métallique central. à l'ambiance lourde et oppressante, baigné d'une lumière blafarde et intermittente. De lourdes portes blindées, marquées de signes d'usure et de numéros effacés, s'alignent de chaque côté. Quai 1 et 2 sur votre gauche, quai 3 et 4 sur la droite. Chaque porte, massive et rouillée, semble presque scellée par des couches de poussière spatiale et des résidus de fuite. Le sol vibre faiblement sous vos pas, traversé des rails d'arrimage et des canalisations apparentes. Des panneaux d'alerte clignotent au plafond, et un bourdonnement grave et constant mêlé au chuchotement lointain des systèmes de ventilation accentue le sentiment que quelque chose pourrait surgir de l'ombre à tout moment. Hooper se dirige naturellement vers le quai 3. Arrivé devant la puissante porte, il se tourne vers toi, Cruz, pour te poser une question. On fait quoi si les portes de la navette Galatée sont ouvertes? On referme aussitôt la porte du quai numéro 3 ou...
Moi, je pense qu'il voudrait vraiment sécuriser la porte. Ok. Vous avez une arme? Oui. Pas sur vous, je suppose. Non. Je vais chercher mon matériel pour essayer de souder la porte du Galatée. En attendant, je vous laisse récupérer votre arme. On fait ça. Tu prends le temps de prendre ton arme, puis tu redescends. Tu retrouves Hooper avec son fer à souder ainsi que 2 combinaisons étanches. Nous allons devoir mettre nos combinaisons pressurisées. Nous ne savons pas si ces choses peuvent nous infecter, et ne soyons pas cons et protégeons-nous. On m'a raconté l'histoire de colons qui s'étaient baladés en plein champ galactique et n'en étaient pas revenus. Ne veux pas que ça nous arrive avec ce genre de conneries. Vous mettez vos combinaisons et une fois fait, Hooper actionne les portes du quai 3 qui s'entrouvent. Bienvenue au quai numéro 3. Un silence de mort. Le quai de la station spatiale Exodus est plongé dans une inquiétante tranquillité. La navette des mineurs est amarrée en urgence. Sa coque est raflée et ses moteurs encore tièdes. Mais l'endroit est étrangement désert. Les lumières clignotantes du quai projettent des ombres vacillantes sur la rampe d'accès déployée, où aucun pas ne l'a foulée. Le silence est oppressant, brisé seulement par les échos métalliques et les chuintements des systèmes de maintien en pression. L'intérieur sombre de la navette, dont les vitres sont couvertes de buée, reste muet et immobile, sans signe des mineurs et de Volt censés revenir. Une fine brume s'échappe des conduits d'aération, rampante, ajoutant une tension palpable à l'air déjà lourd d'incertitude et de danger. Bon, je vais essayer de fermer les portes du Galatée. Si elles s'ouvrent, vous savez quoi faire. Sauf si c'est un mineur. Et si c'est une personne qui est infectée? On le laissera ici. Ok? On fermera la porte et on demandera à Matthews de venir. Lui, il doit sûrement savoir quoi faire, quarantaine ou autre, dans ces moments-là. Logiquement, effectivement, une personne devrait être en quarantaine, mais... J'espère. Il se rapproche, il commence avec son fer à souder, t'entends ces bruits. Donc il commence à travailler. Et fais-moi un test d'observation avec esprit. Donc une réussite, donc tu entends toujours ce bruit métallique de quelque chose qui tape contre la paroi, puis tu sens que l'Exodus est vraiment en train de travailler. Tu sens le métal donc se compresser, et tu peux entendre dans un coin de la pièce, tu as plein de petites charges métalliques, de caisses métalliques qui sont entreposées, et t'entends un petit peu au loin, comme un bruit de métallique, comme une pièce qui tombe sur le côté, à l'intérieur de la zone où vous êtes. Et lui continue. Et il n'a pas l'air d'avoir entendu. Ok. Je me dirige vers le bruit que j'ai entendu. T'y vas comment? Tranquillement, ou tu te déplaces rapidement vers ce bruit? Non, je me déplace lentement. Ok, fais-moi un test de mobilité avec agilité. Donc une réussite. Tu te déplaces le plus furtivement possible. Avec mon arme... Ok, donc tu te déplaces et tu vois sur le sol une clé à molette qui est tombée au sol. Rien d'autre. Ok. Tu vois juste à côté une sorte de plateforme un peu surélevée. T'as une trappe et tu vois que cette trappe est légèrement entrouverte. J'interpelle Hooper. Donc tu vois qu'il s'arrête. Il y a une trappe là. Elle est ouverte et à mon avis, s'ils peuvent s'infiltrer partout, ils peuvent aussi passer par là. Et peut-être qu'ils... Donc vous pensez que ça a été ouvert? Je suppose. C'est une possibilité en tout cas. Donc on sécurise le max et ensuite on va rester vigilant pour mener
une enquête pour voir si on trouve rien à l'intérieur. Mais ne paniquons pas. C'est là pour l'instant, on fait au mieux. Bon, je finis et... Donc tu vois qu'il finit, au bout de quoi 10 bonnes minutes. Il revient vers toi. Est-ce qu'on va à la passerelle pour en parler aux autres? On sécurise déjà cette trappe-là. Oui. Donc ça prend 5 bonnes minutes de nouveau, et c'est terminé. Bon, on va rejoindre les autres et on va leur faire part de ce qu'on a constaté. Pendant ce temps, Espinosa et Matthews, vous circulez le long d'un couloir qui s'étire comme une artère étroite dans la station spatiale Exodus, baigné d'une lumière rougeâtre pulsante qui projette des ombres mouvantes sur les parois métalliques. Le sol en grille de métal résonne sous chaque pas, amplifiant les craquements et les grincements de la structure vieillissante. Des câbles dénudés pendent du plafond bas, crépitant faiblement tandis qu'une odeur de fer et d'huile flottante imprègne l'air étouffant. Chaque virage semble dissimuler une menace cachée, accentuant l'impression d'être traqué dans ce labyrinthe angoissant. C'est dans cette situation que vous échangez au sein de la station. Pour vous, est-ce qu'il y a un risque d'épidémie là? Oui, à partir du moment où on a ramené des êtres, des créatures qui viennent d'une autre planète, oui. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'endiguer ça, de les contenir, Il faudrait pouvoir garder le vaisseau en quarantaine. Donc, juste le laisser fermer? Tant qu'on n'a pas d'autre solution pour l'instant, il faudrait le garder en quarantaine et le laisser fermer. Très bien, sauf que nous allons avoir besoin de ce vaisseau. Donc comment est-ce qu'on peut contenir ces créatures? Il faudrait pouvoir trouver un système une sorte de cage hermétique pour les capturer dedans. Vous avez déjà eu affaire à ça? Vous avez des liens avec cette Morgane qui travaillait dans la mine? Non, pas spécialement. Est-ce que vous avez moyen de vous connecter et de trouver des informations sur ces créatures? Je ne sais pas. J'aurais voulu aller dans mes bureaux pour voir si je pouvais trouver des infos sur les fameux patients dont parlait Chineski tout à l'heure. Les sujets dans les mines. Mais sur les créatures, j'en doute. À mon avis, je ne dois pas avoir accès à ces données-là. Essayez toujours. Je vais essayer. Vous descendez les marches métalliques. Et vous en avez déjà vu auparavant parce qu'ils sont présents de temps à autre, mais vous voyez des Sixons. Vous voyez qu'ils sont figés, ils bougent pas. De manière un peu étrange et comme des marionnettes, droits. Ils vous fixent même pas, ils ont l'air de fixer un point. Par contre, dès que vous passez à côté d'eux, il y en a un qui vous regarde et qui parle. Alors vous voyez que ça vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Autant les androïdes de la Wayland sont très bien faits, ils ressemblent quasiment à des humains, autant les Sixons, c'est vraiment fait en tant qu'ouvrier, c'est vraiment pour des tâches très simples. Ça ressemble un petit peu à des masques qui bougent même pas au niveau des lèvres, c'est vraiment une sorte de plastique qu'on a revêtu avec des petites lumières, des petites diodes au niveau des yeux. Et vous entendez juste une voix un peu nasillarde qui vous regarde. Que puis-je faire pour vous? Je cherche l'agent Young, est-ce que vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Voyez-vous me suivre? Merci. Il descend. Il descend jusqu'à la raffinerie. Pour retrouver la raffinerie de minerais de la station Exodus. Cette vaste salle sombre saturée de vapeur épaisse et de bruits sourds de machinerie en surchauffe. Des convoyeurs rouillés grincent en continu, transportant de la trimonite brute vers des broyeurs crachant des étincelles. Au sol, au milieu des conduits suintants et des réservoirs d'acide, gît le corps sans vie d'un agent de la compagnie. À peine visible sous la lumière vacillante, ajoutant une lourde présence macabre à cet espace déjà oppressant, vous reconnaissez le corps de Young. Je sais pas s'il m'a suivi ou pas du coup. Et je cours, je me précipite vers lui pour prendre son coup. Tu regardes et tu constates qu'il y a un liquide blanchâtre qui coule de sa tempe. Alors je ne le touche pas, par précaution. Tu reconnais, tu vois que c'est un androïde. Vous étiez au courant? Moi j'ai pas vu, du coup je suis restée... De quoi? Qu'est-ce qu'il a? Approchez. Vous allez voir qui était réellement Young. Je retiens une insulte entre mes dents. Non. On voit s'il est encore en état de marche ou il est vraiment... Il a l'air... Alors, est-ce que tu le retournes? Non, je le touche pas. Tu vois juste au niveau de sa tempe, comme s'il avait transpiré énormément ce liquide blanchâtre. Il a pas l'air d'avoir de traces de quoi que ce soit, mais il a l'air comme éteint. Qu'est-ce qu'il a meilleur service? Toi, j'essaye de regarder tout en disant ça. Fais-moi un test d'observation, s'il te plaît. Avec esprit? Avec esprit.
Épicerie, observation, donc 5 et 8. Sérieux, 2. Tu regardes et tu t'aperçois que au niveau de son cou, là où on peut sortir des données ou autre, c'est légèrement entrouvert. Et est-ce que tu touches, est-ce que tu ouvres, est-ce que tu refermes? Tu ouvres. Non, j'ouvre, ouais. Tu vois que son disque dur, donc quelque chose de vraiment extrêmement petit, n'est plus présent. Il y en a qui jouent double jeu ici, visiblement. Sa puce a été retirée. Quelqu'un était au courant de sa vraie nature dans ce cas? Quelqu'un pourrait au-dessus de moi, savoir ça? alors. Qui ça pourrait être? Aucune idée. Faudrait qu'on demande à la chance s'ils ont des enregistrements de caméra. Je demande à l'endroit au Six Sun qui est là. Est-ce qu'il y a des caméras qui enregistraient dans la zone? Oui, il y a des caméras, ici et ici. Comme ça, on saura qu'on peut demander les enregistrements. Et vous entendez d'un coup un bruit métallique au niveau du sol. Comme si quelque chose tapait contre une partie métallique de l'appareil, de la station. Il était accompagné? Il me semble pas. Il y a moyen de... Là, si on nous regarde, on peut voir la zone? Ouais, vous voyez une trappe avec fermée par une sorte de petit grillage métallique assez épais, de 2 cm, mais vous pouvez voir à travers et vous voyez que la trappe continue. Enfin, ça a l'air d'être le système d'aération. Et vous voyez qu'au niveau du sol, ça se poursuit et vous avez juste entendu une sorte comme un bruit de craquement, quelque chose qui a tapé ou frotté sur cette partie-là. Il y a quelqu'un qui travaille actuellement, là? Je ne crois pas. En tout cas, aucun Sixon. J'ai l'impression que le coupable a l'air de s'enfuir par la... Et vous entendez un deuxième, un peu plus lourd. Et ça a l'air de se rapprocher. Ou pas le coupable. Personnellement, je ne vais pas m'attarder ici. Et je repousse chemin. Je vous suis. Vous montez. Vous voyez un deuxième Sixon qui n'était pas là auparavant. Et vous voyez qu'il est figé, mais il vous fixe. Est-ce que vous avez vu quelqu'un passer ici, avant nous? Il te regarde. Non. Est-ce que vous avez aperçu le dénommé Fox? Non. Fox? C'est un enfant dont je m'occupe. Qui est proche de moi. Vous avez ramené un enfant ici? Je l'ai pas ramené, je m'en occupe parce que ses parents sont décédés récemment. Je ne dis rien de plus. Et là, vous entendez en contrebas de la raffinerie. Est-ce que la voix nous parle ou pas? C'est un homme, mais maintenant, ça vous dit pas grand-chose. Bah, je redescends. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, donc... Espinoza, que fais-tu? Je dis aux 2 Sixons de l'accompagner, mais moi je retourne sur le pont. Les 2 Sixons t'accompagnent. Tu vois qu'il y en a un qui te prend par l'épaule et il serre. Nous allons regarder pour vous. Ok. Je détache. Donc ils descendent. Et tu entends une voix. Si vous pouvez ouvrir. Vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît. T'entends et tu vois en fait sortir d'une trappe Wallace. Donc tu sais que c'est le responsable de la mine. Il te regarde, il a l'air complètement hébété. Oh, j'ai eu chaud. Ah super. La passerelle, ils sont où? Ah, Matthews, vous faites quoi? D'accord, voilà, s'il était sur... donc, il était à la mine, c'est-à-dire il était dans la navette. Il était dans la station, mais il n'était pas à la passerelle avec vous. Vous étiez où? J'étais au niveau du pont, près des quais. Il y a la navette, le Galatée, là, il a débarqué, il y a eu du bruit, et j'ai paniqué, et je suis rentré dans une trappe, j'ai fait en sorte de partir. Moi, je sais ou pas si on est proche du quai? Ouais, vous êtes juste en dessous. Donc c'est crédible parce qu'il peut... C'est crédible, ouais. Avec tout ce qui se passe en ce moment, je suis navré, mais je vais devoir demander au Sixon de rester avec vous. Et pourquoi? Par précaution. Là, on voit qu'il y a eu un... Donc le corps est loin ou pas? Ouais. Donc je dis, là, il vient d'avoir un meurtre, donc c'est clairement pas l'accident, et je préfère me méfier. Donc je demande au Sixon de rester... Ouais, de toute façon, j'ai rien. Enfin, vous pensez quoi? Bah, on va monter, rejoindre les autres, et on verra ça tous ensemble. Ah, donc
donc je monte avec vous. Donc tu vois qu'il avance. Donc les 2 Sixon restent sur place. Non, je lui demande de le tenir. S'ils D'accord. peuvent le faire, Ok. par précaution. Tu vois que il les regarde. Non, moi je ne veux pas être touché par vous. Et tu vois qu'il s'arrête. Non, je monte tout seul. Je vais me débrouiller. Tu vois qu'il il grimpe. Alors tu vois qu'il essaye de se redonner un peu de prestance parce que tu l'as vu un peu misérable quand il est sorti de sa trappe. Hein. Donc il grimpe. Vous retrouvez tous de nouveau Bienvenue sur la passerelle. Et donc que faites-vous? Moi, je me dirige vers Espinoza qui est là, j'imagine. Ouais. Regardez qui j'ai trouvé dans le conduit qui faisait du bruit. Wallace, mais vous êtes dans un piteux état. Ouais, disons que le Galatée m'a un peu inquiété, surtout le bruit d'avant, cette explosion, il s'est passé quoi? Il y a eu un impact, il y a un gros problème. Pourquoi vous n'êtes pas venu sur le pont à l'appel du capitaine? J'avais d'autres choses à faire, je devais discuter avec Young. Et vous avez pu voir Young? Non, je le cherchais. Il m'avait demandé de le retrouver au niveau des quais et j'ai patienté, mais il est jamais venu. Très bien, mais écoutez, vous avez l'air un peu secoué, asseyez-vous. Ouais. Le Galatée Petit et... verre me ferait du bien. Comment il s'appelle le chef de la sécurité? Cornel. Si vous voulez, mais il faudra attendre Cornel, je pense. Et il est où? Ils sont partis inspecter le Pygmalion, Et où est le Pygmalion? encastré dans la station. Merde. Et c'est grave? Oh oui. Tu vois que Hooper regarde la chance. Je leur ai dit que là, on a 24 heures avant qu'il n'y ait plus d'oxygène. Ah oui, c'est à ce point-là. Très bien. Je vais me diriger vers la chance, moi, pour lui demander pour les vidéos. Ouais, vous voulez savoir quoi? Est-ce que vous avez des enregistrements sur la zone de la raffinerie? Oui. Tu vois qu'il tape. Non. J'ai plus les vidéos. Vous avez un historique, des logs? Justement, tout a été effacé. Vous savez par qui? Tu vois qu'il tape. Young. Je sais pas si Espinoza était à côté, Là, je discutais avec Wallace. J'imagine que tu l'as fait discrètement, donc j'ai pas forcément entendu. merci beaucoup, merci beaucoup. Puis je me dirige vers Espinoza. Du coup, moi, je continue ma conversation avec Wallace. Est-ce que vous savez combien il reste de mineurs au sol? Ils étaient 40 en tout. Je sais pas combien sont revenus à bord du Pygmalion et du Galatée, mais... Vivants? 0. Et à bord, quand ils venaient vers la station, ils étaient combien? Là, Hooper réfléchit. Il me semble que j'en ai vu 6 à bord du Galatée et peut-être 8 à bord du Pygmalion, mais je suis pas certain. Ah oui. Donc, sur 40, il n'y en a que 14 qui étaient revenus. Ce qui veut dire qu'il y a encore sûrement des mineurs dans la mine de Tanaka 5. Très probablement. Maintenant, dans quel état ils sont, ça on ne sait pas. Le problème est qu'il faut absolument qu'on descende au niveau -4 pour récupérer des ressources si on veut pouvoir s'échapper d'ici. À moins que vous ayez des idées où trouver d'autres ressources. Tu as la chance qu'ils vous regardent. Moi, j'avais parlé de la base militaire des Marines coloniaux sur Tanaka 5. Il y a peut-être du matos pour nous protéger, mais... D'ailleurs, vous savez quelque chose sur la base? Parce que le seul qui communiquait avec eux, c'était Young. Moi, je sais absolument rien. D'ailleurs, je me dirige vers Espinoza pour lui dire discrètement dans l'oreille ce que j'ai appris grâce à la chance. Les vidéos ont été supprimées par Young lui-même. Du coup, je me tourne. Il avait dans l'optique de rencontrer Wallace. Je ne sais pas si. Il a l'air d'être franc, en tout cas. Je ne sais pas si Young tentait de lui tendre un piège ou. Ou si une troisième personne est arrivée avant Wallace. Est-ce que y a moyen de savoir qui d'autre, au moment où on a dû tous se retrouver sur la passerelle, qui d'autre il manquait? Donc Wallace, Young. Il manque principalement l'androïde Bishop, l'aide scientifique de la station. Lynch est arrivée assez vite, Cornell un peu après elle. La fameuse scientifique Morgan, quant à elle, est aux abonnés absents, mais de toute manière, vous ne l'aviez jamais vue auparavant car elle était arrivée bien avant vous tous et directement envoyée sur Tanaka 5 auprès des mineurs. Enfin, le capitaine Moon en est parti assez vite avec Cornell. Vous aviez eu le temps d'entendre l'appel sur le pont quand même, Wallace. Oui, j'ai entendu, mais de toute manière, je devais discuter avec Young et
Bah, vous le savez très bien, hein, quand Young demande quelque chose... Oui, bien sûr, je ne vous rejette pas la faute pour ça. Le fait est que Young a été agressé et qu'il n'y a aucune vidéo sur cette agression. Ouais, fâcheux. Est-ce que vous connaissiez son état? C'est-à-dire, C'est-à-dire que c'était un synthétique, comme Bishop? comme Bishop. Tu le dis où? Je le dis tout. Ah, je ne savais pas, Là, je regarde un peu la réaction de tout le monde, de manière globale. Je fais la même chose, ouais, pour... vu que j'étais au courant. Ben, tous les deux, faites-moi un test d'observation. Alors, première fois que je lance un truc, hein. Observation. Avec esprit, donc j'ai 7. Sérieux 8 dés, j'en ai aucun. Oh la vache. Une réussite. Tu observes tout le monde et tu sens que Lynch, donc l'officier scientifique, semble soucieuse. Donc je regarde discrètement, puis je regarde Lynch. Donc, vous étiez au courant de quelque chose, Lynch? Je me posais des questions le concernant. J'étais pas sûr, mais... Disons que le fait de communiquer seul avec la base militaire, de communiquer seul avec l'officier scientifique Morgan, je sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose d'anormal, mais je pouvais pas imaginer que ce soit un androïde, mais... Hooper est là, du coup. Ouais. Est-ce qu'on a des communications avec le capitaine Moon ou toujours pas? Tu vois qu'il a ses deux mains sur la console. Il a l'air d'avoir entendu, mais tu vois qu'il se tourne vers Cruz. En fait, concrètement, vous faites quoi ici? Si vous ne savez pas, vous n'avez pas de communication avec la base militaire. On est là pour essayer de comprendre pourquoi il n'y a plus de signal. Le signal, c'est-à-dire? Avec qui? Avec la station, la planète Tanaka. Avec la base militaire? Oui. Depuis quand? Bah depuis 3 mois. Vous le saviez, vous? Non, on a eu, nous, contact depuis 3 mois. Non, ça a toujours été Young qui était en contact avec la base militaire. Génial. Je ne savais pas. Au final, l'avant-poste n'est pas forcément un bon objectif, alors. Et non, pour répondre à votre question, Espinosa, nous n'avons pas de communication avec le capitaine Moon. Ce qui fait de vous, le second du capitaine, la personne décisionnaire sur la station. Young ayant été agressé, sa puce a été retirée. Sa puce contenant des informations importantes pour pouvoir nous sauver, il faut qu'on la retrouve. Et là, je regarde un peu tout le monde. Nous sommes ici tous suspects, y compris les androïdes qui sont présents un peu partout sur le vaisseau. Je dois retrouver cette puce. Nous avons besoin de cette puce. La porte de la passerelle s'ouvre. Bienvenue sur la passerelle. Une voix posée accompagne cette entrée. Je crois que des révélations importantes s'imposent. Vous voyez l'androïde Bishop, au trait calme et inquiétant, entrant silencieusement sur la passerelle de la station Exodus. Son regard perçant et analytique balaye la pièce, captant chaque détail dans la lumière vacillante des consoles. Sa peau pâle et presque cireuse contraste avec l'obscurité ambiante, et ses mouvements fluides précis trahissent sa nature artificielle. Sa présence impassible mais alerte est renforcée par son maintien droit et une posture qui reflète à la fois une apparente bienveillance et un sous-texte de danger potentiel, comme une machine qui évalue chaque élément avec une froideur inhumaine. Le synthétique et aide scientifique Bishop reprend après quelques secondes. Nous allons devoir échanger sur notre situation, car je vois la suite au prochain épisode. Oh, le vilain. Ce deuxième épisode est passé assez vite, je trouve. Trop vite. Nous verrons ce que l'épisode 3 va donner, quelles décisions vous allez prendre pour sauver vos miches, car vous n'avez que 24 heures Ouais. d'air sur cette station qui devrait s'écrouler sur Tanaka 5 peut-être d'ici 7 jours, mais difficile de respirer quand on a plus de... Mort avant. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis peut-être à basculer sur notre Discord. pour échanger un petit peu avec votre équipe.
l'équipe de la station Exodus. Lancez vos théories, tout ça. Voilà. Bon, je sais pas ce que ça a donné de votre côté. C'est le plus gros RP que t'aies fait. Des bonnes décisions, je pense, mais écoutez. On verra ce que ça donne. En tout cas, dans 2 semaines pour savoir ce que ça donne. Et puis d'ici là, des gros bisous. Oui, bisous. Portez-vous bien. Salut. Ciao. Salut.